Tu sors ce livre, One, Two, Three, Nouvelle Algérie, donc en date du 15 janvier 2020, pour resituer les choses, mais tu en parleras mieux que moi. Alors tu t'y déplaces, tu vas vivre, comme tu le dis toi-même, un 8 mars exceptionnel, hein, bien sûr dans un pays où les femmes subissent l'oppression au quotidien, mais également là où les hommes et les femmes luttent ensemble pour leur propre émancipation, pour se sortir du pouvoir autoritaire dans lequel ils se trouvent depuis quand même quelques décennies. Et à ton retour, tu as écrit ce livre d'un éclairage décapant, je t'en remercie, profondément humain, alliant à la fois les témoignages, les portraits, des périodes historiques éclairantes pour les militants citoyens que nous sommes. C'est une belle fresque qui captive page après page et qui nous rapproche de ce peuple, hein, pour une génération, qui a combattu pour la lutte pour sa liberté. Voilà. Parce qu'en fait, je pense que la suite s'écrit aussi aujourd'hui avec toi. Bah écoute, d'abord je vous remercie d'être là, et puis je te remercie, hein, Elisabeth, parce que ça fait plaisir d'entendre ce genre de... tu as dit déjà beaucoup de choses. C'est bien d'écrire un livre, mais c'est bien qu'il soit lu, et puis surtout qu'il y ait un échange sur ce livre. Alors peut-être pour ceux, tu l'as dit, mais je vais le répéter quand même, ceux qui ne me connaissent pas, moi je suis née et j'ai grandi en Algérie, et j'ai la double nationalité française et algérienne. Voilà. Mais en devenant en fait journaliste, j'ai essentiellement travaillé sur les faits de société et les faits politiques en France. Hein, j'ai été quand même longtemps journaliste à l'Humanité, mais j'ai renoué avec l'Algérie dans le cadre de ma profession au moment de ce qu'on appelle la décennie noire terroriste, c'est-à-dire dans les années 90-2000. D'autant que à ce moment-là, il n'y a aucun journaliste étranger qui pouvait aller expliquer et raconter ce qui se passait dans cette Algérie où le mouvement terroriste avait décidé à l'époque d'imposer par les armes son État islamique. Et tout cela, alors que le monde entier se demandait qui tue qui ne connaissait pas encore cette affaire-là. Hein. Donc moi, j'ai renoué à ce moment-là avec mon pays d'origine, le pays de mes parents. En dehors donc de cette stratégie, j'ai aussi travaillé sur les émeutes en Kabylie, les émeutes de 2001, qui se sont soldées par 127 morts, tous des jeunes, tous tués par des gendarmes. Et puis j'ai aussi, toujours dans le cadre de mon travail, j'ai couvert le référendum sur la soi-disant, je dis bien la soi-disant réconciliation nationale, qui a été décidée par le président Bouteflika et qui s'est soldée là aussi par l'amnistie des terroristes, sans que justice ne passe, hein, sans que ça ne se fasse comme en Afrique du Sud, où là, quand même, une fois que justice passe, là, on peut commencer à réfléchir, à revivre autre chose. Là, ça ne s'est pas fait comme ça. Et quand ça se passe comme ça, il y a un profond ressentiment. Et les ressentiments, c'est terrible pour une population et puis pour l'avenir d'un pays. Alors, quand le mouvement citoyen s'est déclenché, c'était le 22 février 2019, moi, je me suis dit, ce qu'explique Elisabeth et ce que je raconte dans l'avant-propos, je me suis dit que ma place de journaliste était là-bas, et que voilà, elle était vraiment dans cette Algérie qui commençait enfin à sortir de sa sidération. Donc je suis allée une première fois avant la troisième manifestation hebdomadaire qui allait donc se dérouler le 8 mars 2019. J'y suis allée pour écrire un article que j'ai écrit, mais très vite, j'ai compris que seul le format livre pouvait rendre compte des raisons profondes de cette histoire, de ce mouvement citoyen qui renaissait quand même. Hein. Et ce mouvement citoyen, il est profond, il est unique, mais il est aussi d'essence révolutionnaire. Si vous voulez, on en reparlera après. Moi, je suis retournée pour enquêter plus profondément, pour écrire ce livre, en restant, bien évidemment, en prenant vraiment le temps, en restant
plusieurs semaines. Et là, c'était essentiellement ce que j'ai fait, c'était essentiellement à Alger parce que c'était quand même la capitale, là où les choses se déroulaient beaucoup, mais aussi en Kabylie. Et donc ce livre se compose de 10 chapitres qui sont tous liés par le fil quand même du mouvement citoyen. Ces chapitres-là, en fait, en tout cas, ils tentent de répondre à des questions telles qu'elles me sont venues lors de mon enquête journalistique. Par exemple, parmi ces questions, il y avait celle de l'origine de cet appel du 22 février. C'est quoi les 5000 postes qui sont partis comme ça dans les réseaux sociaux et qui appelaient tous à un même jour, à une même heure, après la prière un vendredi, donc après la prière, la principale prière, et pour pouvoir s'opposer au 5e mandat de Bouteflika. Et pourquoi? Et puis ce qui était important aussi, c'est d'expliquer, de comprendre pourquoi à partir d'un appel anonyme quand même, des milliers, ensuite plus tard des millions d'Algériens sont sortis. Pourquoi ce peuple qui se disait mort, j'ai tout un chapitre qui s'appelle « Nous étions un peuple mort », et j'explique pourquoi ça, pourquoi il se disait mort. Pourquoi ce peuple qui se disait mort, qui a été broyé par le système politique, s'est senti renaître, s'est senti revivre. Quelle est la part, je me suis aussi posé la question, quelle est la part de la décennie noire terroriste dans cette apparente apathie du peuple? Là aussi, donc, bien sûr, vous allez trouver tout un chapitre sur cette décennie noire et qui explique pourquoi c'est quelque chose de fondamental de comprendre ce qui s'est passé pour comprendre l'Algérie d'aujourd'hui. C'est très, très important. C'est pour ça que je me suis dit un chapitre entier là-dessus, c'était important. Et bien évidemment, c'est expliquer comment Bouteflika, qui est arrivé au pouvoir en 1999, c'est-à-dire quasiment une fois que le gros du terrorisme était vaincu, et puis comment il a profité de la peur des Algériens vis-à-vis du terrorisme, pour pouvoir museler toute la société. Quand je dis bien toute la société, il a vraiment muselé toute la société. Comment il s'est taillé une constitution à sa mesure, comment il a liquidé toute opposition, toute contestation, comment il a créé une institution judiciaire à sa merci, comment il a utilisé la rente pétrolière pour corrompre la société, comment il a dilapidé en 15 ans, il a dilapidé 1000 milliards de dollars de la rente pétrolière, c'est quand même énorme, 1000 milliards de dollars en 15 ans, et comment il a cassé les entreprises nationales, comment il a privatisé à outrance, et fait de ce pays-là un pays atone, un pays complètement, un pays en fait riche, mais avec une population pauvre. Voilà, un pays aussi riche qui se retrouve avec une population aussi pauvre. Voilà, tout ça, ça fait partie quand même de toutes ces années, Bouteflika. Alors quand le mouvement citoyen est advenu le 22 février, avec donc ces marches hebdomadaires, c'était les mardis, celle des étudiants, et le vendredi, celle de tout le monde, et ben, sachant quand même je vous ai dit, cette décennie noire quand même qui a fait les chiffres officiels, c'est 200 000 morts, mais en fait, moi, un RG que j'ai rencontré, militaire, il m'a dit c'est 300 000 morts, plus un exil massif, plus des disparitions, plus une élite décimée, et puis ce que je disais tout à l'heure, une longue sidération qui a empêché toute une population de respirer, quoi. Et alors oui, quand le mouvement citoyen est arrivé en février 2019, ben, la joie, elle s'est exprimée, c'était visible. La joie s'est exprimée sur chaque visage, que ce soit des hommes et des femmes. C'était comme l'appellent les Algériens, c'était une révolution du sourire. C'était vraiment... c'est comme si, voilà, ça y est, tout éclatait, quoi. Tout éclatait, et ça y est, on est libre. On est libre, on peut sortir. On nous a empêchés de sortir, que ce soit pendant la décennie noire, mais aussi pendant les 20 ans de Boumedienne. Maintenant, la rue est à nous. On s'éclate, on fait la fête et on revendique, on exprime des choses profondes, mais avec la silmiya, avec le pacifisme, et comme ça, on arrivera peut-être à vaincre. Et en fait, pour les Algériens, ce mouvement citoyen, c'est une deuxième révolution. Il y a eu la révolution en 62
pour sortir le pays de la colonisation, hein, pour en fait libérer le territoire. Et ils disent, les Algériens, ils disent, c'est une seconde libération parce que là maintenant, on va libérer le peuple. Voilà. On va libérer le peuple, on va faire en sorte que ceux qui nous ont confisqué notre libération en 62, on va pouvoir les chasser. Voilà. Et donc, ce système, tu vois, imposé à l'indépendance, c'est de ça dont ils ne voulaient plus. Et pourquoi c'est un mouvement profond, important? C'est parce que ce ne sont pas des revendications catégorielles. C'est vraiment une rupture avec ce que je disais, ce système qui a été donc imposé en 62 par un petit groupe, hein, de militaires qui venaient de ce qu'ils appellent l'armée des frontières, qui venaient du Maroc et d'Algériens, hein, qui venaient du Maroc et de Tunisie, et qui ont pris le pouvoir et qui ont dévoyé absolument tout ce qui avait été décidé lors du congrès de la Soumam, c'est une vallée en Kabylie. Dans ce congrès, ils ont sorti une plateforme en 56, hein, c'était en pleine guerre d'Algérie, hein, en 56, ils ont sorti cette plateforme qui était assez révolutionnaire, dans laquelle ils ne voulaient plus d'un système militaire, ils voulaient une république libre et démocratique, ils voulaient la séparation du politique et du religieux, ils voulaient le pluralisme politique, ils voulaient une presse indépendante. Tout ça, c'était dans la plateforme de la Soumam en 56. Le père d'ailleurs de la plateforme de la Soumam, qui est Aban Hamdan, a été tué par le FLN, hein, par une partie des gens du FLN qui voulaient justement récupérer cette indépendance pour eux, quoi. Alors donc, ce qu'ils ont fait, ceux qui ont pris le pouvoir en 62, ce qu'ils ont fait, ben, ils ont cassé complètement ce projet de société, ce projet politique, hein, cette plateforme de la Soumam, et ils ont instauré un système dirigé par le haut commandement militaire. Ils en ont fait un État policier. Et puis, depuis 62 d'ailleurs, quels que soient tous les clans, quelles que soient les personnes qui forment les différents clans, veulent perpétuer jusqu'à aujourd'hui. On parlera tout à l'heure d'aujourd'hui. Mais ce qui est important, c'est que ce système-là de 62, qui date de 62, il est en train de s'ébranler depuis le mouvement citoyen de 2019. Et ce mouvement-là, il est vraiment redoutable parce que, ce que je vous ai dit, parce qu'il s'attaque vraiment aux raisons qui ont emprisonné toute une population et qui ont fait de cette population des gens pauvres, hein, dans un pays vraiment immensément riche, quoi. Et c'est parce que ce mouvement-là, il est profond que le système fait tout. Il utilise tous les appareils politiques, judiciaires, idéologiques pour le casser. Dès la chute de Bouteflika, parce que c'est le mouvement qu'il a fait quand même, qui a fait tomber ce président autoritaire et tout ce qu'on veut. Dès sa chute, c'est le chef d'état-major Gaïd Salah, Ahmed Gaïd Salah, qui a voulu, qui a repris donc les rênes et qui s'est dit, puisque Bouteflika n'est plus là, voilà, maintenant on sonne la fin de partie. C'est fini, vous pouvez rentrer chez vous, vous avez gagné. Bouteflika est parti, donc c'est bon, ça y est, vous avez gagné. Et bien sûr, les Algériens ne l'entendaient pas comme ça, quoi. Pour eux, on a gagné une bataille profonde, importante, essentielle, vraiment, hein, de faire tomber un système comme ça, de faire tomber un clan comme ça, le clan Bouteflika. Mais vous verrez je ne rentre pas dans les détails, vous verrez dans mon livre tout ce qu'il a fait et comment il est arrivé à faire ça, comment il est arrivé à faire de ce pays-là un pays terrible, quoi, vraiment terrible, quoi, où il y a une répression vraiment importante. Et donc, le chef d'état-major a décidé que c'en était fini, mais la population, non, le peuple, non. Ce qui fait dès le départ, ils ont commencé par essayer de casser donc, ce mouvement. Comment ils ont commencé par le casser? Ils ont commencé d'emblée à s'en prendre aux femmes. Ils ont envoyé leur nervis pour pouvoir aller emmerder ou frapper les femmes, ou aussi dans le carré féministe. Ils sont allés dans le carré féministe pour les déloger. Et c'était quoi l'objectif? En fait, c'était tenter de faire rentrer les femmes chez elles
pour viriliser le mouvement. C'est-à-dire qu'une fois que les hommes se retrouvent entre eux, on peut très bien, là, les réprimer comme habituellement. Et les hommes allaient répondre à la police allait... Donc, tout le monde rentrait chez lui et c'en était fini. Mais une fois que les femmes... Parce que les femmes, quand elles sont rentrées, à partir du 8 mars, quand elles sont rentrées dans le mouvement, après on ne l'a plus lâché, hein, quand elles sont rentrées dans le mouvement, elles ont ancré dans la durée, justement, ce mouvement-là. Elles l'ont ancré, pourquoi? Parce que, justement, en sortant les femmes, quand elles sortent avec leurs enfants. Elles sortent avec leur grand-mère, leur mère, leurs petits-enfants. Donc c'était vraiment une population tellement large que c'était impossible, y compris pour l'état-major, c'était impossible pour lui de réprimer comme il a toujours fait, quoi, de tout temps, quoi. Bon, ça n'a pas marché, les femmes ont continué à marcher, donc ça, la virilisation du mouvement n'a pas eu lieu. Et donc, qu'est-ce qu'il a fait? Il a commencé, un peu plus tard, il a commencé à s'attaquer aux porteurs du drapeau amazigh. Un drapeau qu'on appelle berbère. Le mot juste c'est amazigh, homme libre, parce que berbère, ça vient du mot barbare. On préfère parler de amazigh, le drapeau amazigh, alors que ce drapeau amazigh, depuis le début du mouvement citoyen, il était porté comme le drapeau algérien. C'était le drapeau de toute l'Afrique du Nord, le drapeau amazigh, et le drapeau algérien, le drapeau vert, blanc, rouge, c'était le drapeau d'Algérie. Il a pondu une loi en disant que ce drapeau-là était interdit, atteinte à la morale, atteinte à la, je ne sais plus, de la sûreté nationale, voilà, comme aujourd'hui. Et il a emprisonné quand même pas mal de gens, hein, plus de 100 personnes ont été tuées, femmes et hommes, hein, dès que les personnes sortaient avec le drapeau, hop, le drapeau amazigh était emprisonné. Et bien sûr, il a aussi continué, je parle bien de Ahmed Gaïssa, celui qui est mort, donc en décembre 2019. Hein. Et là, ces répressions-là, c'était pendant le mouvement en 2019. Hein. Et il a commencé à emprisonner des dizaines pareilles d'acteurs, des figures du mouvement, des responsables d'associations, des politiques, des responsables de partis politiques. Voilà, donc. Mais toutes ces manœuvres basses, elles n'ont pas eu vraiment de prise sur les acteurs et les actrices du mouvement. Et j'avance un peu parce que je crois que je suis un peu longue. Et donc, ils sont arrivés quand même, bien sûr, à faire tomber Bouteflika. Ils sont arrivés à ce que l'élection du mois de juillet n'ait pas lieu, 2019. Mais bon, le bras de fer, ils l'ont perdu le 12, les Algériens ont plus ou moins perdu le 12 décembre 2019, où là, le chef d'état-major, Gaïd Salah, il a imposé donc son président, qui s'appelle Abdelmajid Tebboune. Il a été nommé à l'issue d'un scrutin qui a rassemblé à peine 8% de participation, parce que les Algériens ont vraiment appelé à la désobéissance civile. Ils ne voulaient pas de cette élection-là maintenant, faite par le même système, par les mêmes gens. Ils voulaient d'abord passer une transition, ensuite aller vers une constitution qui soit travaillée par l'ensemble des gens et tout ça. Voilà. Donc il y a eu une vraie désobéissance civile, mais bon, il est quand même, Tebboune est passé. Mais Tebboune, jusqu'à aujourd'hui, il n'est toujours pas reconnu par le peuple algérien. Et d'ailleurs, dès son élection, les marches ont continué. Hein, et elles se sont arrêtées le 15 mars 2020. Elles se sont arrêtées le 15 mars 2020, c'est-à-dire au moment où le Covid a été le plus fort. Hein, ça. Alors que les Algériens, les activistes, les acteurs et les actrices du mouvement étaient quand même assez responsables, le pouvoir, le système, le pouvoir a d'une façon éhontée, lui, au contraire, profité du confinement pour pouvoir faire une constitution à sa mesure, pareil, toujours pour garder le même système, et puis pour continuer à réprimer. Et la répression, là en ce moment, elle est très 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 féroce, elle est très importante. Il y a vraiment beaucoup de gens qui sont arrêtés. Certains sont libérés au bout de quelques jours, mais d'autres restent en prison. Pourquoi? Parce que cette constitution-là, elle va être votée. Il propose, Tebboune, donc qu'il soit voté le 1er novembre 2020, c'est-à-dire il a choisi la date de l'indépendance de l'Algérie
pour que les Algériens sortent. Et là, il a tellement peur que ce jour-là, ou même les jours avant et ce jour-là, et même après, les marches reprennent, parce que les marches, c'est, disons, l'action la plus visible du mouvement, parce que le mouvement, il est toujours là, mais les choses, l'action la plus visible, c'est évidemment, c'est quand on voit tout ce peuple dans la rue. Donc il a une peur bleue que ces marches reprennent et que tout le monde voit que le référendum, de toute façon, comme d'habitude, il sera pas... Personne n'ira voter, mais il sera quand même, promulgué, mais personne n'ira voter. Et puis surtout, il a peur de ce mouvement. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est un mouvement qui est profond, quoi. C'est vraiment un vrai processus révolutionnaire. Il le sait que le peuple peut vraiment gagner cette bataille. Je ne sais pas quand. Quand je dis c'est pas quand, ça peut être dans quelques jours, ça peut être dans 10 ans. Mais en tout cas, moi j'estime que quel que soit le bras de fer qui existe entre le pouvoir et les citoyens algériens et les citoyennes, il y a quelque chose qui est déjà gagné. C'est-à-dire que il y a une prise de conscience qui est fondamentale, qui est immense, qui est importante. Et c'est-à-dire qu'en fait, quand un peuple c'est une entité politique, quand un peuple se rend compte qu'il est une force, il sait qu'il peut être souverain et qu'il peut faire des choses. Quand il prend conscience de ça, il n'y a plus rien qui peut le... Même s'il ne gagne pas de suite la bataille, je vous le dis, parce que je ne sais pas, je pense que beaucoup d'entre vous sont aussi des personnes qui veulent l'émancipation du pays et de l'humanité en général, mais même si on ne gagne pas là, il y a quand même des choses fondamentales qui ont été gagnées. Disons que, en fait, le peuple, il s'est élevé intellectuellement, il s'est élevé politiquement, et imaginez la fête de l'humanité. Tout le monde connaît la fête de l'humanité. Il a imaginé ce que c'est que cette ambiance de la fête de l'humanité. Une fête joyeuse, une fête politique, cette fête-là, imaginez que vous l'avez pendant 58 semaines, 2 fois par semaine. 2 fois par semaine, vous avez ça. Ce peuple qui se reconnaît, qui se reconnaît une identité commune, ça, c'était pendant plus d'1 an, ça s'est construit, ça s'est vu dans la rue. Et ben, quand on fait ça, quand on se rencontre, même un petit groupe ou là, une grande agora comme les marches citoyennes en Algérie, ben, on apprend, on s'élève politiquement, intellectuellement. Et ça, pour moi, c'est la plus grande des victoires. Merci Mina pour cette introduction. Alors...